Bonjour. Donc voilà, toujours les bidouilles. Alors ça c'est la pompe à vide du Saviem. C'est un gros morceau. C'est quoi le sens de rotation? C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. L'alternateur c'est pareil. Ok, donc voilà. Donc là, il y a une grosse fuite. En fait, il y a un joint feutre, un joint cuir, et derrière, il y a deux joints spi. Un dans un sens, un dans l'autre. Et en fait, c'est des joints intégrés. Là, il y a des palettes en caoutchouc. Il y a 3 palettes en caoutchouc à 120 degrés, avec un système d'anneaux concentriques. Ils vendent la collection de réparation. Donc, la pompe à vide, qui n'a une efficacité que proche de 0, je vais pouvoir la réparer relativement facilement. Ça devrait fonctionner sans problème. Ensuite, dessus, il y avait un alternateur de 40 ampères, plus ou moins fatigué. Enfin bref, avec un régulateur, faut que je trouve où il est d'ailleurs, je sais pas encore où c'est qu'il est caché. Et du coup, j'ai remplacé l'alternateur voilà, par un alternateur de 307 HDI, 150 ampères, au lieu de 40. Donc j'ai quasiment quadruplé la puissance. Il ne me reste plus qu'à modifier la poulie là. La fixation de l'alternateur elle est pas mal. Mais j'ai ma poulie, il faut que je gagne 4 mm. 4 mm dessus, donc je vais redémonter tout ça et je vais aller voir un pote qui a un tour là. Ensuite, les principales fluides d'huile de ce moteur, c'est le joint speed de la poulie de Villebrequin, là en bas. Donc je vais redémonter le radiateur. De toute façon, le radiateur, il faut que je regarde pourquoi ça vibre. La poulie d'alternateur à modifier. Le joint speed à changer là-bas. Et les joints speed de la pompe à vide qui, elle, était sérieusement grasse aussi. Donc, enfin bref. Je pense que là, j'aurais éliminé les deux principales fuites. J'attends les supports moteurs avec impatience pour pouvoir les remplacer. Le câblage de l'alternateur, ça va être de la rigolade puisque celui-là, il est avec un régulateur intégré, donc il n'y a rien de plus simple à brancher. Donc là, j'attends le CalorStar, les supports moteurs, ainsi que les charbons du démarreur. Il va falloir que je rajoute un voyant au tableau de bord. Je regarde, attendez, bougez pas. Est-ce que je peux mettre le contact sans faire de conneries? Oui, logiquement oui. Donc, un petit coup de contact pour la fun. Bon, il n'y a rien qui crame. Donc, là, il faut que je trouve le régulateur, où est-ce qu'il est caché. Je sais pas trop où. Je ne l'ai pas encore vu sur le véhicule. Mais ça ne saurait tarder. Il faut que je trouve aussi le fil de l'excitation. Je vais me servir d'un des deux câbles existants. Donc on a B+ et D. Et l'excitation, il va falloir que je me repère un de ces câbles là pour me brancher mon voyant. J'ai réinstallé, j'ai trouvé, j'ai pas de contact. J'ai branché la batterie mais j'ai pas de contact parce que le porte-fusible c'est de la caille. Ah bah oui, le fusible est débranché. C'est bizarre ça, je me rappelais pas avoir débranché ça moi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le fusible il n'y est plus. Il y a un fil de débranché, pourquoi donc? Pourquoi donc? Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Voilà le fusible. Voilà, là j'ai du contact. Donc j'ai récupéré une centrale de clignotante de Renault 4 avec le plus, le commun, la masse et le répétiteur. Donc ça m'a permis de mettre un voyant de clignotant qui déconne. En plus, décidément c'est la foire au mauvais contact. Ah là là, c'est une plaie. Bougez pas, j'essaie de fourrer ma main là-dedans. Voilà. À l'origine c'était une 12 volts 2 watts, on n'y voyait rien. Donc 12 volts 2 watts, on n'y voyait rien. J'ai mis un voyant de 4 watts parce que comme c'est un poids lourd, mais il n'y a pas de rappel de clignotant. Hein, c'est pas trop possible sur les poids lourds. Et comme il n'y a pas de rappel de clignotant, on l'oublie facilement. Donc quand je vais avoir réparé la pompe à vide, j'aurai plus de problème, je pense, avec les voyants de frein qui s'allument dès qu'on freine là. Parce que il n'y a pas assez de puissance en air. Là j'ai la sonde de pression d'huile qui reste bloquée à fond. La sonde elle est en court-circuit, soit elle est bouchée et dégueulasse. Je pencherai plutôt sur le bouché dégueulasse. Ma mission là, ça va être de trouver le régulateur, mais avant je vais peut-être aller faire ma poulie d'abord. Le régulateur, de toute façon, je le trouverai. À moins qu'un d'entre vous sache exactement où il est et éclaire mes lanternes. Ça serait pas mal. Après, je vais lui mettre des courroies neuves, tout comme il faut. Parce que c'est vrai que là, il y a quand même un truc qui va être un peu galère. C'est 150 watts sur une poulie trapézoïdale. Ça fait beaucoup. 150 ampères, pardon. Pas des watts, c'est des ampères. 150 ampères sur une poulie trapézoïdale. Ça risque de patiner un peu. Quoique je sais pas, parce que franchement, je l'avais déjà fait sur mon bateau. J'avais monté un 100 ampères à la place du 20 ampères sur mon moteur de bateau, un monocylindre. C'était quoi comme marque déjà? Un Volvo Pinta. Un Volvo à la con, là, avec des pièces hors de prix. Donc j'avais monté un alternateur de 205 sur mon bateau. Comme ça, j'avais 100 ampères. J'avais mis une poulie gros diamètre. Et j'avais été obligé de monter une coupure d'excitation de façon à pouvoir démarrer. Sinon, l'alternateur se mettait en route avant de démarrer. Et ça m'empêchait de démarrer le moteur. Là, ça ne sera pas le cas. Un 4 cylindres comme ça, c'est pas l'alternateur qui va faire ralentir. Alors, où est ce bon Dieu de régulateur? Voilà. Alors après ça, je crois que j'en aurai à peu près fini des modifs. À moins que, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais encore d'autre? Mettre de l'insonorisation. J'ai modifié la ligne de carburant, ça c'est fait, voilà. Donc là maintenant je peux pressuriser facilement. Tiens, il devrait y avoir de carburant. Ou de toute façon, si ça remonte de l'air, c'est parce que j'ai pas purgé. De toute façon, je peux pas le redémarrer pour l'instant, vu qu'il n'y a plus de démarreur. Je vais aussi démonter le collecteur d'admission, parce que là en dessous j'ai toute une forêt de tuyaux pas très jolis. Donc je vais peut-être remplacer tous les tubes de fuite là.
tous les tubes de fuite de façon à être tranquille. Et j'ai les alimentations de la pompe où il y a des flexibles en caoutchouc qui sont un peu vétustes. Donc je vais probablement remplacer tout ça. Et c'est surtout mes supports moteurs qui me gavent, qu'il va falloir que je récupère. J'espère que je vais les recevoir aujourd'hui. J'ai les bocaux là à rebrancher. Ça c'est rien, 2 cosses de 6,5 à souder. Hop, terminé. Donc là je pense que je vais enlever le collecteur d'admission. Comme ça, ça me permettra de voir un peu tous les périphériques là, qu'il y a par là. J'attendrai de le redémarrer pour voir dans quel état est la pompe à injection. Et au pire, j'aurai la pompe à injection à faire. Donc voilà, encore un peu de travail. Mais une fois que tous les périphériques moteurs seront faits, j'aurai un truc fiable parce que Bell Moteur, lui, il est carrément sain. Il a fait un peu de fumée au démarrage comme tous ces vieux diesels à injection directe. Mais c'est vraiment qu'au démarrage et au bout de 30 secondes, même pas 30 secondes, c'est tout impeccable, il n'y a plus de fuite, rien. Donc ce véhicule, il a quand même des freins neufs, avec les tambours qui sont tout neufs. Tous les freins sont impeccables, les pneus sont neufs, le moteur est en excellent état, la boîte de vitesse depuis que je l'ai réparée, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Le pont est en état, il y a le palier interpont peut-être qui est un peu fatigué, qu'il faut que je regarde. Le palier intermédiaire. Et après je pourrais m'attaquer un petit peu à la carrosserie. Dans le quartier, il y en a un à Ben là, qui marche plus, un SG2. Je vais peut-être aller voir et si jamais je lui découperai le toit. Quoi dire d'autre? Pas grand chose, hein. Il est en pas trop mauvais état cet engin là quand même. Après il restera le plancher à faire et quelques bricoles. Ah ouais, j'ai récupéré aussi on a remplacé les longues portées de la 305 qui étaient montées avec un longue portée et un anti-brouillard à la rente du Mamola, là, un truc complètement naze. Enfin bref. Et du coup, j'ai récupéré un des longues portées qui va servir de feu de recul. Après, c'est promis, je range. Mais là, j'ai étalé mes boulons. J'ai étalé de la boulonnerie, ça m'est bien utile. L'ancien alternateur qui était un peu flagada, qui était pas gégène. Là, j'ai encore un alternateur de 307. Je vais m'en servir parce que je vais lui faire... il est monté comme ça sur le camion, il est monté comment comme ça, voilà. Il faudrait que je lui fasse un contrefort à l'arrière. Voilà, ici, en me prenant sur ces deux vis là, il faut que je lui fasse un contrefort parce que pour que ça soit plus solide, quoi. Donc j'ai encore quelques bricoles sur cet alternateur, mais au moins j'aurai un résultat impeccable. Alors, lequel je monte à votre avis? L'anti-brouillard ou le longue portée? Ah, ça fera faire un bon feu de recul, ça. Voilà. Ou alors, il faudrait que je rachète un de chaque. Mais moi, les phares jaunes, ça me plaît pas. Les phares jaunes, maintenant, il y en a pour qui ça plaît. Mais moi, non, franchement, les phares jaunes, tu luttes pas à armes égales, là, quand tu vois les nouvelles bagnoles, là, qui ont des phares à LED, là, qui doivent même pas répondre aux normes. Quand tu es fait n'importe comment, tu peux pas lutter avec des phares jaunes.
Foliot arme égale phare blanc contre phare blanc. Sinon, on y voit là. J'aimerais bien aussi me faire ce pare-choc là, comme il faut. Je pense qu'à la presse, je devrais arriver à lui redonner forme. Et lui, ça mériterait une paire de longue portée par contre. Il mériterait une belle paire de longue portée sur le pare-choc. Ça lui ferait pas de mal. Parce que les phares de R12, ouais, peut-être je vais commencer par des fausses H4 à mettre dedans. Là, c'est du code européen normal. Celui-là, c'est dommage, il est un peu en mauvais état. La parabole, elle est un peu flagada. Je sais pas si on y voit clair là sur la vidéo. Mais bon, il faut que je trouve un phare d'R12. R10, R12, R15, R17, enfin bref, R16 aussi. Il n'y a que l'embarras du choix. Mais le problème du Bon Coin, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vendent des pièces à des prix astronomiques. Par exemple, l'autre jour, j'avais vu, il y avait un gars qui vendait un Calorsta pour le SG2. Mais j'ai préféré l'acheter neuf chez Brinks Saviem parce que c'était moins cher, quoi. Voilà. Donc on retrouve des pièces mais à des prix astronomiques. Quand j'avais fait la 4L, c'était la même chose. La 4L, la Calendralu, deuxième génération, il y a des gens qui veulent vendre ça jusqu'à 600 €. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, c'est prendre les gens pour des cons. 600 €. Une 4L, c'est une voiture, c'est une petite voiture, c'est une voiture démocratique, c'est une voiture à petit budget. Donc vendre une calandre de 4L à 600 €, franchement, faut pas. Des gens qui font ça, pour moi, c'est pas des gens bien. Voilà. Allez, à bientôt.